Alors, bonjour à toutes et à tous. Hello everyone. Peut-être qu'il y a des anglo-saxons. Alors, écoutez, je vais vous présenter avec Anne-Charlotte un petit crash test en fait qu'on a fait avec nos étudiants en commun. On va vous donner un petit peu le cadre dans lequel on a effectué ça. Et l'idée, c'est de tester 3 logiciels libres que vous connaissez tous, hein, je pense, mais qui peuvent être un petit peu nébuleux, nuageux pour les grands amateurs, notamment ceux qui vont nous rejoindre pour la campagne d'observation de l'AFA sur la cible WASP 148B dont on vient de parler. Donc, on va vous présenter successivement voilà, donc le cadre d'abord. Ensuite, Anne-Charlotte vous parlera un petit peu de l'expérience qu'ont eu nos étudiants avec Cyril. Et ensuite, je vous parlerai de MuniWin et de Astroimagie. Voilà. Et on terminera toutes les deux par les similitudes et vraiment les différences que nos étudiants ont trouvées, que nous aussi, hein, bien sûr, on a trouvé dans l'exploitation des courbes de lumière et des données brutes qui ont été obtenues dans le cadre des observations de l'association IPSA-Vega, qui est l'association astronomique étudiante de notre école, et aussi grâce à du temps télescope obtenu sur le réseau LCO. Donc voilà, je vais vous présenter le cadre et bien sûr ensuite on vous invitera à nous rejoindre et à vous donner, à partager avec nous vos expériences sur ces 3 logiciels et, et ensuite à parler bien sûr du très logiciel qui est OPS avec l'intervenant suivant. Donc on va vous présenter le cadre, je vais vous présenter le cadre dans lequel ce crash test a été effectué. Donc, le mot crash test est assez rigolo vu que nous travaillons toutes les deux, Anne-Charlotte et moi, dans une école d'aéronautique, de spatiale, bien sûr. Donc, le cadre en question, c'est un cours d'initiation à la recherche et l'innovation. Donc, c'est un cours d'une vingtaine d'heures sous forme de projet, en fait, divisé en plusieurs séances de 4 heures, donc 5 séances de 4 heures. Il vise vraiment à donner cet aperçu un petit peu du monde de la recherche à nos élèves qui sont des élèves ingénieurs. Donc, voilà. C'est un cours qui est dispensé au niveau Master 1, mais il peut très bien se faire dans finalement n'importe quel niveau, puisque vous allez voir que les élèves que l'on a eus sont finalement de niveaux très, très disparates en astronomie et notamment en photographie, en astrophotographie, et ensuite en exploitation photométrique, si je puis dire. Donc, nous, on a fait ce cours pour l'appliquer au transit d'exoplanètes en général. Et puis le crash test est intéressant pour n'importe quel amateur, puisque vous allez voir que finalement, tous ces logiciels sont assez accessibles aux amateurs. Donc, on va nuancer ça, bien sûr, à la fin. Donc, le public visé par ce crash test, c'était nos étudiants. Voilà. Ils étaient une vingtaine. Ils ont accepté de nous donner leur avis. Leurs problèmes qu'ils ont rencontrés pendant ce crash test. Et vraiment, ce qu'il faut noter, c'est qu'aucun d'entre eux n'avait utilisé de logiciel astro auparavant, enfin aucun, à part peut-être 3 ou 4, hein, et notamment de logiciels de photométrie. Alors bien sûr, pour quelles observations, vous en doutez, ça vous le savez, on en a parlé en long, en travers, pour faire des occultations d'étoiles par des astéroïdes, pour surveiller des étoiles variables, donc faire de la photométrie d'étoiles variables, ou alors faire des transits d'exoplanètes. Pardonnez-moi la petite faute d'orthographe, comme notamment WASP 148. Je vais laisser Charlotte parler de Cyril. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de donner plusieurs jeux de données aux élèves, enfin, à différents groupes d'élèves, pour qu'ils puissent chacun travailler sur la courbe de lumière d'une exoplanète en particulier. Et donc, certains groupes devaient travailler avec le logiciel Cyril. Donc, je veux bien que tu passes la diapo, s'il te plaît, Anita. Voilà. Merci. Donc, Cyril, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Donc, c'est un logiciel de traitement d'images astronomiques qui a été lancé en 2005 et qui est constamment amélioré. Donc, l'avantage de Cyril, c'est qu'il peut supporter plusieurs types de fichiers astronomiques, donc à savoir du FITS, du JPEG. Il peut faire vraiment plusieurs types de fichiers qui seront ensuite convertis dans le format de Cyril pour pouvoir réaliser le traitement. Donc, ce logiciel est principalement destiné aux astronomes amateurs pour le traitement d'images du ciel profond,
mais aussi pour les traitements d'images planétaires. Même si toutefois, pour le traitement d'images planétaires, cette partie-là de Cyril est encore en développement. Oula, on a perdu le diapo. Merci. Tout va bien. Mais qui est encore en développement. Ensuite, Cyril est principalement dédié pour l'astrophotographie, même si toutefois on peut faire de la science avec les images faites, notamment avec une particularité astrométrie incluse dans Cyril, et aussi une partie photométrique que nous avons décidé d'utiliser pour le Cyril sur le transit d'exoplanètes. Ce logiciel est disponible sur plusieurs plateformes, donc à savoir Windows, Linux et macOS. Et donc, l'idée de Cyril, c'est de pouvoir, dans un premier temps, convertir toutes vos images astronomiques, ensuite de réaliser la calibration et le pré-traitement de celles-ci si la calibration n'est pas déjà faite, en fonction d'où proviennent vos images. Ensuite, vous pouvez réaliser l'alignement et l'empilement de ces images, enfin les y améliorer dans le cas de l'astrophotographie, et aussi faire de la science, donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je veux bien que tu passes. Anissa, s'il te plaît, merci. Voilà, super. Donc, dans un premier temps, l'idée est de convertir vos images que vous avez réalisées durant les nuits dans le format de Cyril. Donc, l'idée est déjà, bien sûr, de sélectionner votre répertoire de travail et d'ensuite d'ajouter ces images à votre séquence et de renommer cette séquence selon le nom de votre objet. Par exemple, là, j'ai converti des images de WASP 43b afin de pouvoir faire le traitement avec les élèves pour faire la courbe de lumière. Ouais, je veux bien que tu passes. Et donc l'idée aussi avec Cyril, c'est que tout en bas, vous avez un mode de visualisation qui vous permet de voir vos images. Donc pouvoir déjà avoir un aperçu de celle-ci avant de réaliser votre traitement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en auto-ajustement de façon à pouvoir voir au mieux mes images. Donc ensuite, dans le cas des images non pré-traitées, il va falloir les calibrer avec vos images de calibration. Dans le cas des flats, donc déjà, c'est comme précédemment, vous convertissez toutes vos séquences de flats en séparant bien les flats bleus, du flat vert, du flat rouge et ainsi de suite. Puis, vous sélectionnez votre séquence. Je veux bien que tu passes. Merci. Une fois cette séquence sélectionnée, vous allez dans l'onglet Empilement pour pouvoir réaliser votre master flat. Et il faudra bien sélectionner la méthode par empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants et une normalisation multiplicative avec mise à l'échelle. Ce sont toutes les deux des méthodes qui sont recommandées par Cyril et qu'il est nécessaire d'utiliser. Ensuite, donc, vous donnez le nom à votre empilement et vous débutez votre empilement. Et maintenant, vous avez votre master flat. Donc, vous réalisez pour les autres flats que vous voulez faire, ainsi de suite. Et quand on passe aux offsets et aux dark, je veux bien que tu passes, s'il te plaît. Merci. Donc là, c'est le même principe. Vous convertissez vos images d'offset ou de dark comme vous le souhaitez. Vous sélectionnez votre séquence. Et ensuite, vous réalisez... je veux bien que tu passes, Anissa. Et ensuite, vous réalisez l'empilement. Sauf que toutefois, vous gardez la même méthode par empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants. Mais il faudra bien sélectionner aucune normalisation pour les offsets et les dark. Et donc ensuite, vous pouvez réaliser vos master offset et vos master dark pour pouvoir traiter vos images. Donc je veux bien que tu passes, Anissa, s'il te plaît. Donc pour le pré-traitement, donc une fois que vous avez chargé vos images, donc là j'ai pris le cas de M74, d'une série d'images de M74 que je voulais pré-traiter, que j'avais faite à l'OHP, puisque là les élèves avaient majoritairement, voire même tous, des échantillons d'images d'exoplanètes déjà pré-traités. Donc ils n'avaient pas eu à faire ce pré-traitement, mais toutefois je voulais vous le présenter quand même avec l'option de Cyril. Dans le cas de cette séquence d'images, l'idée est de charger tous vos offsets, vos master offset, vos master DAC et master flat dans l'onglet pré-traitement.
et de redonner un nom à votre séquence que vous allez avoir en sortie, puisqu'en effet, Cyril fonctionne sous le principe de séquence. Et à chaque fois que vous faites un traitement, vous avez une nouvelle séquence avec un nouveau nom. Donc, il faut bien penser à marquer le nom de la nouvelle séquence. Donc là, par exemple, pour le cas des pré-traitements, je vais le noter PP et ainsi de suite. Donc là, PPM74, c'est ce que j'aurai à la fin. Et donc, on réalise le pré-traitement de ces images. Je veux bien que tu passes, s'il te plaît. Et donc, à la fin, vous avez votre série d'images qui sont pré-traitées. Alors là, on peut voir que sur M74, les images ne sont pas du tout alignées puisqu'on peut voir des traînées. Mais c'est toutefois le traitement qui va suivre après ce pré-traitement et avec les images de calibration. Donc, je veux bien que tu passes. Donc, dans le cas de l'alignement, donc pareil, vous sélectionnez votre image, votre séquence d'images qui sont déjà pré-traitées que vous souhaitez aligner. Donc là, dans l'exemple, je suis repassée avec mes images de WASP43B. Donc une fois que cette séquence est sélectionnée, il va falloir sélectionner la méthode d'alignement. Donc après, tout dépend de vos images. Soit vous avez beaucoup d'étoiles, c'est-à-dire plus de 10 étoiles, et vous pouvez faire une méthode d'alignement global. Donc là, c'est Cyril qui va gérer tout seul les étoiles qu'il va utiliser pour faire l'alignement. Ou soit vous sélectionnez une méthode d'alignement par étoile et c'est à vous de sélectionner vos étoiles si vous n'avez pas vos 10 étoiles. Ensuite, dans le cadre pour faire vos courbes de lumière avec la photométrie, sur Cyril, il faut bien penser à sélectionner le translation seul, puisque sinon vous allez avoir des pixels qui vont être interpolés dans le cas de rotation et ça pourrait fausser vos résultats. Donc, il est recommandé dans le cadre de la photométrie de bien sélectionner cette option sur Cyril. Donc ensuite, vous alignez vos séquences d'images. Je veux bien que tu passes. Oui, je reviens à M74. Donc dans le cas de l'astrophotographie, vous allez pouvoir empiler vos images de manière à créer votre master bleu, master vert et master rouge pour pouvoir ensuite faire une composition d'images RGB pour avoir ensuite la couleur. Donc pour pouvoir réaliser l'empilement, vous sélectionnez votre séquence d'images déjà alignée que vous souhaitez empiler et vous faites comme pour les masters flat. Vous sélectionnez la méthode d'empilement moyenne par moyenne avec rejet des pixels déviants avec une normalisation multiplicative avec mise à l'échelle. Donc ensuite, vous donnez bien le nom à votre séquence d'images et vous réalisez votre empilement. Je veux bien que tu passes. Anissa, je veux bien que tu passes, s'il te plaît. Merci. Je reste toujours sur l'astrophotographie. Dans le cas où vous voulez faire votre composition RVB, vous avez énormément de fonctions d'amélioration de vos images pour réaliser votre traitement. Vous avez notamment la suppression du bruit vert qui est très utile pour embellir votre image. Vous avez aussi, il y avait une fonction que j'aimais particulièrement, c'était la déconvolution qui vous permet aussi d'améliorer vos images. Toujours est-il que bon, ce n'est pas le propre de la présentation d'aujourd'hui. Donc, ce que je vous ai fait, c'est que sur la présentation, je vous ai mis le lien vers le tutoriel Cyril pour un traitement RVB astrophotographique complet. Donc, je reviens aux exoplanètes. Je veux bien que tu passes, Anita. Et donc, dans le cadre des exoplanètes, on va chercher à vouloir faire de la photométrie différentielle d'ouverture et réaliser la courbe de lumière de celle-ci. Donc, une fois que toutes les images de l'exoplanète ont été converties, qu'elles ont été pré-traitées si elles en avaient besoin et qu'elles ont été justement alignées, vous pouvez commencer à faire votre traitement pour réaliser votre courbe de lumière. Donc, l'idée est déjà dans un premier temps de rechercher votre planète, votre étoile et son exoplanète sur votre image. Donc, soit vous le faites avec Aladdin ou en cherchant les coordonnées de celle-ci et par comparaison avec les deux images, vous la retrouvez sur celle-ci. Par contre, toutefois, il se peut que vos images soient retournées par rapport à ce que vous avez sur Aladdin. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la fonction de retournement de Cyril en bas à droite. Mais il faudra bien penser à une fois que vous avez utilisé cette image pour comparer et chercher votre étoile exoplanète, bien la re-retourner parce que sinon, Cyril va réaliser le traitement avec votre image retournée par rapport aux autres images.
Donc, ça peut fausser tous vos résultats. Donc, il faut bien penser à retourner votre image. Donc, ça, c'est la première méthode avec Aladdin. Et ensuite, vous avez une deuxième méthode. Je veux bien que tu passes, Anitza, qui se fait avec la fonction astrométrie de Cyril. Donc là, vous sélectionnez votre séquence d'images que vous voulez traiter. Vous allez dans l'onglet tout en haut à droite avec les trois barres. Vous sélectionnez résolution astrométrique. Je veux bien que tu passes, s'il te plaît. Et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc là, l'idée va être de cliquer sur obtenir les métadonnées de l'image pour que ça puisse se remplir tout seul avec les données qui sont rentrées dans le header. Si toutefois ça ne fonctionne pas, vous pouvez rentrer à la main vos données. Ensuite, il faudra bien penser à désélectionner, retourner l'image si nécessaire, parce que sinon ça va faire le même problème qu'avant. C'est que l'image va être retournée pour justement rechercher vos objets, mais elle ne sera pas retournée, et donc vous allez avoir des erreurs quand vous allez traiter vos images. Donc il faut bien penser à désélectionner cette option. Et ensuite, vous cliquez sur Valider et la résolution astrométrique va se faire. Je veux bien que tu passes, s'il te plaît. Et une fois que c'est fait, vous pouvez faire clic droit sur votre séquence d'images, rechercher l'objet et taper le nom de l'objet que vous recherchez dans celle-ci et Cyril va le pointer tout seul. Donc on peut voir ici que Cyril a bien retrouvé WASP43b, ce qui est très utile pour la suite. Donc, je veux bien que tu passes. Donc pour réaliser votre courbe de lumière avec votre série d'images, vous allez ensuite dans l'onglet graphique de Cyril. Vous sélectionnez votre étoile exoplanète comme vous pouvez le voir sur l'écran, puis vous faites PSF de la séquence de celle-ci. Vous allez avoir ensuite un graphique qui va se plotter. Je veux bien que tu passes, s'il te plaît. Il faudra ensuite changer les paramètres de ce graphique. Je veux bien que tu passes, Anitza, s'il te plaît. Merci. En mettant bien magnitude et photométrie pour bien avoir la magnitude de l'étoile que vous avez sélectionnée en fonction des images. Après, si vous ne voulez pas fonctionner avec les images, vous pouvez toujours utiliser l'option jour julien pour pouvoir faire votre graphique. Donc en deuxième partie, l'idée va être ensuite de sélectionner des étoiles de référence pour pouvoir réaliser votre courbe de lumière par photométrie différentielle d'ouverture. Quand vous allez choisir vos... après, ça c'est la photométrie. Vous prenez bien des étoiles de référence qui ont la même magnitude que l'étoile que vous voulez étudier. Alors, toutefois, la subtilité sur Cyril, c'est que quand vous faites clic droit avec des informations sur cette étoile, ça ne vous donnera pas la... Comment dire? Ça va vous donner une magnitude, mais une magnitude qui n'est pas celle de l'étoile. C'est une magnitude par rapport à l'image. Donc, il ne faudra pas être perturbé par rapport aux résultats qui sont donnés. Notamment là, dans le cadre de cette image, on avait des magnitudes à -10, ce qui est assez... pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, il ne faudra pas vous... Grand débat avec les étudiants, ça. Oui, ça les a beaucoup perturbés. Après, on a dit non, je pense que c'est un problème de Cyril qu'il faudrait voir avec les développeurs, justement. Non, 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 je ne Non. pense pas que ce soit un problème. Je me permets d'intervenir en tant que Oui, c'est bien. professionnel, sachant qu'une magnitude instrumentale, qui est le cas ici, qui n'est pas calibrée par le point zéro, c'est moins 2,5 log de flux. D'accord. Donc, c'est normal d'avoir une valeur négative. D'accord. Ok, donc ça, c'est juste ça vient parce de que là, alors. c'est instrumental, du coup. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Donc, vous sélectionnez vos étoiles de référence et ensuite, vous faites PSF de la séquence de ces étoiles et vous avez la magnitude de ces étoiles qui se rajoute à celle de votre étoile exoplanète. Ensuite, vous pouvez tracer votre courbe de luminosité, mais il faudra bien au préalable installer une uplot pour pouvoir tracer celle-ci. Donc là, je vous ai mis un exemple de courbe qui a été obtenue par les élèves. Donc on voit bien la courbe de lumière avec le puits lié au transit de l'exoplanète. Ensuite, des problèmes qu'avaient eu les élèves, c'est que malgré le fait d'avoir installé une uplot, cette option ne fonctionnait pas. Donc, ce qu'ont fait les élèves, c'est qu'ils ont développé eux-mêmes leur code qui leur a permis de tracer la courbe de lumière. Je veux bien que tu passes, Anitza, s'il te plaît. Parce que ça, on a eu des problèmes avec les élèves, c'est que malgré le fait qu'ils aient sélectionné donc, leur étoile exoplanète avec les étoiles de référence, ils ne pouvaient pas tracer le graphique parce que
Les rayons liés aux anneaux n'étaient pas corrects et Cyril n'arrivait pas à tracer la courbe de lumière. Donc ça, vous pouvez le modifier directement à la main en allant dans Préférences qui se situe dans l'endroit en haut à droite avec les 3 traits. Vous allez ensuite dans l'onglet Photométrie et là, vous pouvez gérer le rayon de ces anneaux pour pouvoir débugger votre Cyril. Je veux bien que tu passes la diapo et on va revenir à ce qu'ont fait les élèves pour pouvoir faire leur courbe malgré le fait qu'avec Nuplot, ça ne fonctionnait pas. Alors, donc là, nous avons le résultat d'un des graphiques qui a été fait par les élèves qui ont, pour contrecarrer le fait qu'ils ne pouvaient pas utiliser Nuplot, exporté le graphique que vous voyez en CSV pour pouvoir ensuite faire un code Python, pour pouvoir afficher la photométrie différentielle d'ouverture en comparant la différence de magnitude entre l'étoile d'exoplanète et les étoiles de référence. Donc là, vous avez un exemple de graphique qui a été fait grâce aux élèves. Et on peut voir que ça a la même allure que le graphique précédent avec Nuplot. Je veux bien qu'on passe la diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez télécharger Cyril donc, sur leur site web. Vous avez tous les liens pour pouvoir télécharger selon votre plateforme. Et je vous ai mis aussi le lien vers les tutoriels Cyril qui vous permettent d'apprendre à utiliser Cyril, que ce soit pour la courbe de lumière ou pour toutes les autres options qu'il possède. Donc voilà, maintenant je vais rendre la parole à Anitza pour présenter MuniWin. Donc, je vais vous parler de MuniWin que je pense vous connaissez à peu près tous. Vous savez aussi tous que c'est un logiciel libre dédié au pré-traitement et si besoin, alors on peut faire du pré-traitement, mais aussi on peut faire la fameuse photométrie différentielle d'ouverture. Donc les applications sont diverses. On peut faire des courbes de lumière d'astéroïdes, des courbes de lumière d'étoiles variables. Donc ça, c'est ce qu'on essaye aussi de faire pour l'année prochaine, je pense, avec nos étudiants, des courbes de lumière de transit d'exoplanètes, etc. Donc, juste quelques petites définitions. Alors, c'est vraiment pas les définitions, on va dire, très, très rigoureuses, voilà, physiciennes, astronomiques. Voilà. Pour les amateurs purs, la photométrie différentielle, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On compare la magnitude, ou entre guillemets, le flux lumineux de l'étoile cible, donc l'étoile autour de laquelle on suppose qu'il y a une exoplanète, en tout cas on l'espère, par rapport à une ou plusieurs étoiles de comparaison, qui sont par définition, dont le flux lumineux va être par définition non variable au cours du temps. Et la photométrie d'ouverture, qu'est-ce que c'est en gros, hein, en quelques mots assez brefs, on mesure le flux lumineux reçu à travers une ouverture circulaire, donc, ce que je vais appeler diaphragme, hein, voilà, dont on peut modifier le diamètre par rapport au fond du ciel ou par rapport voilà, au signal du fond du ciel. Donc là, vous avez un exemple aussi, pour illustrer un exemple de courbe de lumière, obtenue très jolie, hein, obtenue, qui a été très gentiment prêtée par M. Breton de l'Observatoire des Baronnies provençales pour qu'on puisse un petit peu travailler avec nos étudiants. C'est l'exoplanète 13-3b. Alors, MuniWin, finalement, c'est quand même un logiciel qui peut paraître au premier abord assez aride. C'était un petit peu la remarque que nous avaient fait les étudiants. Mais finalement, ils s'y sont faits, on va dire, et ils ont trouvé ça à la fin de leur exploitation et de leur crash test. Ils ont trouvé ça finalement assez simple, on va dire, à utiliser si l'on sait où on va, bien sûr. Alors, voici un petit peu la barre de tâches. Voilà, je la fais un petit peu à l'enseignante. Vous avez la barre de tâches MuniWin et bien sûr les boutons principaux. Voilà. Les premiers boutons, ce sont les boutons qui vont vous permettre de créer le projet, le project, voilà, et ensuite d'ajouter ou de supprimer des fichiers d'un répertoire, un fichier ou alors plusieurs fichiers, de sélectionner un fichier, c'est le deuxième bouton, ou plusieurs fichiers d'un même répertoire. Ensuite, quand on regarde un petit peu la barre de tâches, on va se dire, bon, bah, on a compris finalement que la barre de tâches, chacun des boutons correspond à une étape. Ça, c'est pratique. Ça nous rappelle aussi, si on connaît un petit peu Imagie, Astroimagie, bon, bah, ça nous rappelle aussi un petit peu cette barre de tâches. Ça marche aussi un petit peu de la même manière pour Cyril, peut-être de manière plus subtile, mais là, voilà, à chaque étape, on va activer finalement chacun des boutons finalement. Donc là, vous avez d'autres boutons qui sont encadrés en orange. Ça, c'est les boutons d'analyse.
donc soit une analyse rapide, donc les 4 premières étapes, on peut les faire en un clic finalement, ou alors le deuxième bouton, le petit feu tricolore, donc là, c'est l'analyse en direct au fur et à mesure que les images vont arriver. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante, que nous n'avons pas pu exploiter cette année avec les élèves puisqu'on était en distanciel. Donc, on espère retourner sur notre base de loisirs de prédilection où l'on va souvent, c'est-à-dire le télescope Jean-Marc Salomon, pour pouvoir expérimenter cette fonctionnalité-là. Donc, en tout cas, ça, je l'avais expérimenté aussi à l'Observatoire des Baronnies avec M. Breton et donc ses collègues. Les autres boutons ensuite, voilà, excusez-moi, je ne vois pas bien. Voilà. Les autres boutons que j'ai encadrés, ce sont les boutons qui vont permettre de faire soit le pré-traitement, soit ensuite la photométrie. Le premier bouton, ce sera le bouton copier et convertir les images. Le deuxième, corriger les dates s'il y a besoin. Le troisième, soustraction du master DAF, et le quatrième, division par le master flat. Voilà. Alors, nous, on n'a pas eu besoin, nos étudiants n'ont pas forcément eu besoin d'utiliser ces boutons. Peut-être que vous aussi, vous n'en aurez pas forcément besoin si vous passez par des plateformes pour enregistrer le transit de WASP 148B. Voilà. Si vous passez par une plateforme comme LCO ou la VSO, et bien là, si vous êtes membre, vous aurez les fichiers déjà pré-traités. Donc, ça peut être très utile de passer ces étapes-là. Mais si jamais vous avez les fichiers bruts, voilà, il va falloir peut-être passer par ces étapes-là. Alors, nos étudiants aussi, lorsqu'ils avaient affaire à des jeux de données qui n'étaient pas calibrés, ont pu utiliser le logiciel Prism, la version 10, mais bon, on peut très bien faire ça aussi avec Cyril. Voilà, on pourra en discuter sur ce que vous préférez utiliser. Donc voilà, le cinquième bouton, c'est le bouton photométrie. Donc là, directement, on mesure du flux lumineux des étoiles. Et le sixième bouton, qui est assez important aussi, c'est le bouton qui vous permet de faire la correspondance de toutes les étoiles communes entre les photos. Voilà. Donc bien sûr, première étape qu'ont dû faire nos étudiants, qu'on a dû faire aussi avec eux, c'est trouver l'étoile dans le champ. On avait quand même pas mal de jeux de données à se partager en distanciel, une bonne dizaine pour se faire la main avant WASP 148B. Donc voilà, on était assez contents de pouvoir quand même travailler en distanciel avec des jeux de données qu'on avait déjà obtenus ou qu'on nous a gentiment prêtés. Et bien sûr, soit vous pouvez ouvrir vos images avec SAO, donc DS9, ou alors directement, et donc comparer directement avec Aladdin. C'était le plus simple à faire pour nos étudiants. Certains d'entre eux passaient aussi par Stellarium, essayer de trouver l'étoile sur Stellarium. Bon, parfois, ça ne fonctionnait pas bien puisqu'ils n'arrivaient pas forcément à activer les catalogues. Bon, voilà, moi aussi, quand je me suis faite à Stellarium à mes tout débuts, c'était compliqué, voilà. Mais petit à petit, on y est arrivé. Et voilà, c'est tout à fait, cette étape-là est assez abordable, comme vous l'a dit aussi Anne-Charlotte, pour les amateurs vraiment très amateurs. Ensuite, il y aura le menu, donc voilà, quand on rentrera les fichiers, quand on sélectionnera les fichiers du répertoire. En général, là, on prendra bien sûr les fichiers. Alors, soit ce seront directement des fichiers feeds avec le header que vous avez ici, soit vous pouvez avoir aussi des RAW, donc des fichiers, par exemple, de votre appareil photo numérique. Et dans ce cas-là, de toute manière, MuniWin se chargera à l'étape d'après de les convertir en fait directement et de les stocker dans son répertoire de travail. Donc là, on va sélectionner les fichiers du répertoire, visualiser le header et le champ pour chaque fichier, donc pour bien vérifier que l'on est bien en train de travailler avec le bon jeu de données que l'on souhaite. Et bien sûr, on sélectionnera les coordonnées de l'observatoire, donc qui est ici. Là, donc, on rentrera les coordonnées. On peut aussi, à cette étape-là, mais on peut, alors c'est ça qui est intéressant avec MuniWin, c'est qu'on peut le faire finalement au tout début comme au milieu de la photométrie, enfin peut-être pas au milieu de la photométrie, mais en tout cas au milieu du pré-traitement, on peut s'amuser à vérifier les paramètres de la caméra et éventuellement les modifier. Voilà. Comme quand on est très amateur, on évite de faire des bêtises et on ne les change pas. Mais voilà, quand on est un petit peu plus aguerri, qu'on arrive à bien lire les headers, etc., on peut éventuellement modifier certaines choses.
Voilà, donc ça, c'est ouvert à débat, on pourra en discuter. Ça nous intéresse également beaucoup avec Anne-Charlotte pour améliorer tout ça et pour en apprendre aussi de votre part. Donc, on peut également modifier les paramètres dynamiques, le bruit de lecture, le gain s'il y a besoin. Sinon, nous, on laissait vraiment avec les élèves, on laissait ces paramètres-là par défaut. Évidemment, alors cette étape-là de Start Detection, je conseille aux étudiants de la faire tout de suite, voilà, ou alors on pouvait la faire aussi après avoir fait l'étape de photométrie. Bon, c'est finalement un petit peu comme vous voulez. Nous, on préférait la faire au tout début, voilà, du traitement. Donc, une fois qu'on a fait le pré-traitement, qu'on a nos fichiers déjà calibrés, on en est à cette étape-là où on ajuste un petit peu tous les paramètres. Donc là, on peut ajuster le filtre sur la largeur ami-hauteur, donc la FWHM, qui nous donne finalement une petite indication sur la résolution. Si besoin, mais si on le laissait vraiment par défaut, on n'allait pas trop loin vers ces considérations-là, même si, bien sûr, pour les professionnels, il faut aussi prendre en compte ces considérations-là. On peut changer aussi, alors nous, on le laissait tel quel, on veut laisser la valeur par défaut, le flux lumineux minimum. Donc, si besoin, on peut l'augmenter. Et le seuil de détection, alors ça, on s'était rendu compte, voilà, par expérience, depuis quelques années que l'on fait ce cours d'initiation à la recherche et l'innovation avec les différentes promotions d'étudiants, donc plus ou moins amateurs, on s'est rendu compte que, bon, bah, voilà, ce seuil de détection, il est par défaut de 10 000. Bon, en règle générale, on peut l'ajuster aussi après avoir fait la photométrie, c'est-à-dire quand on se rend compte que, bon, bah, avec la photométrie, on a une détection de 3000 étoiles, alors que sur le champ d'étoiles, on n'en voit que 300 ou à vue de nez 200. Donc, bon, on revient là-dessus et éventuellement, on peut changer ce nombre. Voilà. Les conseils des professionnels sont les bienvenus pour cette étape-là parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours la plus simple et c'est ce qui fait partie aussi des petits aspects boîte noire de MuniWin que l'on a détectés. Voilà, et que peut-être vous aussi, vous avez détecté. Donc, pourquoi faire attention à ce paramètre-là? Bah, tout bêtement parce que du bruit aussi peut être considéré par MuniWin comme une étoile, donc c'est dommage. Donc, ensuite, l'étape, c'est l'étape de copie et de conversion, bien sûr, des fichiers. Allô, allô? Oui. Est-ce que tu peux couper ta vidéo parce qu'il y a un peu moins de bande passante là et ça coupe. Donc, si tu coupes ta vidéo, tu vas récupérer de la bande passante. Oui, super. Merci. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux. Pas de souci. Eh bien, super. Pas de problème. Donc, ici, on a l'étape de voilà, copie, conversion, ouverture d'un fichier pour la photométrie. Donc, on peut ouvrir finalement n'importe quel fichier. Moi, je conseille aux élèves d'ouvrir le premier, voilà, ou celui du milieu. Donc, cette étape-là, on peut la faire à ce moment-là ou alors la faire un petit peu plus en aval. Ce n'est pas très grave, mais disons que si les paramètres liés à la photométrie ne sont pas bons, on doit revenir à cette étape-là. Donc, on ouvre une image, on va sur l'onglet Quick Photométrie et on obtient un petit peu toutes les informations que vous avez ici. Donc, voilà, le nombre de pixels max, le maximum en ADU, la largeur, la FWHM, excusez-moi, voilà, le rapport signal sur bruit, etc. Donc, et vous voyez apparaître, bien sûr, puisque vous voulez commencer à faire votre photométrie, vos fameux 3 cercles. Donc, le plus simple, voilà, ça, c'était souvent les tutoriels sous MuniWin, que ce soit les tutoriels vidéo de certains camarades astronomes amateurs ou même plus professionnels, ou les tutoriels officiels sur la page où l'on télécharge ou même sur d'autres pages d'amateurs ou de professionnels, nous préconise voilà, de prendre pour le cercle vert, voilà, si jamais on n'arrive pas à bien centrer le maximum de flux de l'étoile au niveau du cercle vert, de prendre par exemple une valeur qui correspond à 1,5 à 2 fois la FWHM que l'on peut lire dans le header, enfin dans le menu qui est à droite. Et les inner et outer radius, donc les rayons des 2 cercles. Voilà, en général, on disait aux élèves que voilà, le cercle qui se trouve le plus proche de l'étoile, le inner, on peut le prendre avec une valeur de 3 fois
la valeur de la FWHM et le outer, excusez-moi, avec une valeur de 5 fois la FWHM, par exemple. À ceci près que, bien sûr, avec Anne-Charlotte, on disait aux élèves qu'il ne fallait absolument pas avoir des étoiles entre ces deux-là, au niveau du fond de ciel, d'avoir des étoiles entre les deux cercles. Voilà. De rayons 3 fois et 5 fois la FWHM, c'est-à-dire les deux cercles bleus. Ensuite, alors ça ne fonctionne plus. Ah. Ça ne passe plus. Ah, ça y est. Là. Ensuite, bien sûr, les options de photométrie. Donc, on note bien sûr les rayons que l'on vient de déterminer et ensuite, on peut bien sûr les reporter ici au niveau de l'onglet photométrie. Voilà, on reporte les paramètres trouvés grâce à la quick photométrie et on va repérer bien sûr le diaphragme, le numéro du diaphragme ici, le plus approprié avec une déviation standard la plus faible possible, donc celui qui correspondra à 1,5 jusqu'à 2 fois la FWHM. Et ensuite, on lance cette fameuse procédure de photométrie sur toutes les photos. Donc, on peut effectuer effectivement cette procédure sur toutes les photos, comme Surreal, comme tous les logiciels de photométrie. Et en fonction, bien sûr, du seuil de détection, il y aura des qui aura été mesurés par MiniWin et qui seront plus ou moins rejetés. Alors, avant de faire le matching, donc bien sûr, j'ai passé sous silence, hein, voilà, donc une fois qu'on a la photométrie, on obtient, j'ai pas mis cet encadré-là, mais j'aurais pu, on obtient bien sûr l'encadré qui vous indique le nombre d'étoiles qui a été trouvé après cette phase de photométrie pour chacun des fichiers, donc pour chacune des photos. Et bien sûr, on veille à ce que ce soit cohérent, bien sûr, qu'il n'y ait pas une photo où il y ait 3000 étoiles détectées et sur une autre, et sur les autres, 100 étoiles. Bien sûr. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Après, il faut qu'on revienne, bien sûr, sur les paramètres cités précédemment pour les ajuster. Donc ça, c'est un petit peu, je trouve, même avec l'expérience qu'on en a avec les élèves et avec ma propre expérience, que ce n'est pas forcément le plus simple à faire sur MiniWin. Voilà, il faut savoir jouer, jongler avec ces paramètres-là. Mais j'espère que votre expérience va nous aider à mieux jouer, justement. Après, la sélection de l'image de référence pour pouvoir faire ce qu'on appelle le matching. Donc, on sélectionne la première image. Voilà, c'est le plus simple pour moi parce que souvent, c'est celle qui a le plus d'étoiles. Donc, voilà, la première image. Sinon, dans le cas des exoplanètes, on peut prendre n'importe laquelle. Lorsqu'il s'agit de faire la courbe de lumière pour les astéroïdes, c'est un petit peu plus… On ne prend pas forcément la première, mais voilà. Ici, on va surtout s'axer sur ce que l'on peut faire en photométrie d'un transit d'exoplanètes. Donc, cette image sera notre référence et on va faire correspondre les étoiles communes de toutes les photos avec celles de ce champ de référence. Donc, bien sûr, ici, c'est là aussi que va apparaître cette histoire de seuil de détection, puisque, voilà, si le matching n'est pas bon, c'est-à-dire qu'à la fin, vous avez un nombre de photos qui a été… un très grand nombre de photos qui a été rejeté, malheureusement, il va falloir revenir à l'étape d'avant pour réajuster ces seuils de détection. Voilà. Si, messieurs, dames, vous avez des tips pour faire ça, pour éviter tous ces allers-retours, ça nous aidera bien sûr. Voilà. Alors, évidemment, je vous ai mis la barre de tâches tout en bas et c'est le petit onglet, voilà, match, la double flèche. Alors, avant de tracer la courbe de lumière, bien sûr, comme sous Cyril, il faut choisir les étoiles de référence. Donc, là, MiniWin appelle notre étoile autour de laquelle va graviter notre exoplanète que l'on cherche à détecter indirectement. Et MiniWin va l'appeler étoile variable. Voilà. L'étoile de comparaison, ce sera une des étoiles qui a à peu près le même type spectral et qui n'est pas variable, ce serait mieux que notre étoile autour de laquelle on soupçonne cette exoplanète. On peut prendre une autre étoile de check, de comparaison en plus. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que
avec les fonctionnalités de MuniWin un petit peu plus avancées depuis quelques temps, les étoiles de comparaison peuvent être choisies directement, peuvent être directement intégrées en fait, grâce à un catalogue VSX, directement normalement sous MuniWin. Alors, je vous avouerai que je n'ai pas testé directement cette fonctionnalité, mais certains élèves l'ont fait et ça avait plus ou moins bien fonctionné. Sinon, effectivement, le plus simple, c'est de travailler soit avec Aladdin, soit avec VSX pour vérifier que l'étoile en question, avec les magnitudes qui sont à peu près, qui est à peu près la même que l'étoile entre guillemets dite variable, est la même, que ces étoiles-là ne sont pas des étoiles variables. Mais cette fonctionnalité, ce petit plus de MuniWin, depuis quelques temps, depuis la version, je ne sais plus la combienième, la 26, je ne sais plus, était très intéressante d'après les élèves. Donc, si vous avez des retours d'expérience, ça m'intéresse aussi. Voilà, donc la magnitude et l'indice de couleur B- doit être le même que la cible. L'étoile de comparaison ne doit pas être variable. Voilà, alors MuniWin aussi, c'est un petit plus de MuniWin. Propose de créer, alors ce n'est pas directement sur cet onglet-là, propose de créer une étoile composite aussi artificielle pour la photométrie. On peut aller jusqu'à, il me semble, 7 ou 8 étoiles que l'on choisit avec le même type spectral dans le champ. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas dit, excusez-moi, avec la nouvelle fonctionnalité, enfin la nouvelle, il y a quelques temps quand même, avec cette fonctionnalité, on va dire, plus récente qui permet d'intégrer les catalogues VSX sur MuniWin, on voit directement, je n'ai pas mis la capture d'écran de l'élève, mais bon, on voit directement les étoiles variables en fait, qui sont répertoriées au VSX dans le champ. Alors, voilà, vous pouvez aussi, bien sûr, pour donner la courbe de lumière, enfin le nuage de points, ce n'est pas tout de suite la courbe de lumière, mais le nuage de points, bien sûr, regarder un petit peu comment se comportent les coefficients d'Hermas, bien sûr, et faire les coefficients les corrections héliocentriques pour ajuster un petit peu tout ça, puisqu'il peut y avoir des petits soucis avec ça. Bon, nous, on n'a jamais eu besoin de faire ça. Je vous avouerai que ce sont des subtilités qui sont certainement très importantes, mais il faudrait que l'on en discute avec vous, bien sûr, les amateurs et les professionnels. On attend vos retours aussi. Donc, sélection de l'ouverture et tracé de la courbe de lumière. Voilà, c'est la dernière étape. On sélectionne l'ouverture en fonction de la quick photométrie. Voilà, donc normalement, le diamètre, on l'avait déjà sélectionné. Après, on peut bien sûr en sélectionner un autre, mais bon, en général, on reste sur celui qu'on avait déterminé au début. Les barres d'erreur peuvent être, bien sûr, alors ça, c'est aussi un point qui est intéressant sur MuniWin, c'est que, bon, et que les élèves nous ont rapporté, c'est que c'est un petit peu une boîte noire pour les barres d'erreur. Je vous avouerai que ça, il faudrait qu'on en discute aussi un petit peu tous. Donc voilà, on peut aussi choisir les axes, un peu en fonction de ce que vous voulez. Et bien sûr, l'autre axe, l'axe en Y, ce sera V-C, la magnitude de l'étoile variable, excusez-moi, moins celle de comparaison. Voilà, et on peut choisir avec le menu déroulant suivant l'axe des Y, bien sûr, ce que l'on désire. Alors, voilà. J'ai pu rencontrer au Baronnie Monsieur Ferrafia, Stéphane Ferrafia, qui était très sympa, voilà, et je vous recommande sa chaîne YouTube. Il y en a très certainement d'autres, hein, bien sûr. Voilà, et j'enverrai à Thierry Midaven, bien sûr, une liste de petits tutos en ligne que les élèves ont trouvé, que Anne-Charlotte et moi avons trouvé. Donc ça, voilà, vous pourrez bien sûr aller les voir pour un petit peu améliorer un petit peu votre expérience MuniWin. Et maintenant, alors je ne vois pas, excusez-moi. Ah si, voilà, c'est les petits plus voilà, de MuniWin, mais j'en ai déjà parlé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut convertir, on peut exporter nos données avec un format compatible, voilà, pour la plateforme, par exemple, les Exoplanet Transit Database. Donc ça, c'est intéressant. Je n'ai pas noté de lien direct. Voilà. Il y a aussi possibilité donc, de faire la détection de toutes les étoiles variables du champ par MuniWin. Il y a un petit encadré ici. Donc, c'est l'icône ici, l'icône avec les jumelles. Voilà. Et sinon, l'une des dernières fonctionnalités, c'est de pouvoir rajouter directement les catalogues d'étoiles variables, comme par exemple VSX,
pour qu'elles puissent apparaître directement dans le champ. Donc voilà, il y a plusieurs tutoriels, si ça vous intéresse, qui sont en anglais, qui sont rédigés aussi par nos étudiants. Donc c'est des tutoriels pas à pas, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Et donc, c'est vraiment un logiciel qui a semblé assez facile d'utilisation au premier abord pour les étudiants. Au départ, aride, ensuite plutôt facile. Et à la fin, bon, bah, madame, c'est quand même un peu boîte noire. Hein. Voilà. Donc, on peut en discuter, bien sûr. J'espère qu'on aura un petit temps. Donc, je vais parler un petit peu d'astroimagie. Je sais que le temps est compté, excusez-moi. Astroimagie, bon, c'est pour acquérir des courbes de lumière et aussi, on peut faire tout le travail de pré-traitement. C'est une extension, bien sûr, de Imagie qui était aussi utilisée par certains profs du lycée, donc qui est aussi une extension de Salsagi. Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser Salsagi, mais Imagie, si. Et je vous avouerai que c'est vrai que le gap entre Imagie et Salsagi est vraiment énorme. Pardon, Imagie et Astroimagie est vraiment énorme. C'est un bonheur d'utiliser Astroimagie. Voilà, par rapport à Imagie. Mais bon. Donc voilà, c'est une version plus automatisée de tout ce qu'on peut faire sur Imagie. En tout cas, pour toute la phase pré-traitement. Pour la phase photométrie, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, possibilité aussi d'exporter directement vers les plateformes pour l'envoi, par exemple, des données TESS. Donc ça, il y a des tutoriels vidéo, notamment des conférences de l'AVSO, qui, je crois que c'était cet été, de Denis Conti, qui vous explique voilà, comment faire tout ça. Donc, c'est vraiment formidable. C'est une super opportunité voilà, de pouvoir travailler et d'implémenter, de travailler avec les astronomes qui travaillent sur les données de TESS. Voilà. Et bien sûr, alors ça, aussi de Astroimagie, c'est la possibilité, non pas juste d'avoir le nuage de points, mais de tracer une courbe de lumière, on va dire synthétique, théorique, on va dire théorique. En tout cas, l'ajustement le plus approprié, voilà. Du nuage de points et de la courbe de lumière qu'on aurait pu obtenir ici. Alors, vous avez la barre de tâches aussi en dessous. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi avec Astroimagie, c'est que alors cette étape-là, c'est une des étapes qui a beaucoup posé problème aux étudiants qui l'ont utilisée. C'est la calibration des images. C'est-à-dire que si elles n'ont pas été forcément pré-traitées, elles n'ont pas été calibrées avec le World Coordinate System, le WCS. Et il faut que ce soit automatiquement fait parce que sinon, nous, on a remarqué qu'on n'arrivait vraiment pas à faire, on ne pouvait pas faire, on ne pouvait pas continuer en fait. Donc, je ne pense pas que ce soit un bug en soi, mais voilà, c'est une étape qu'il faut absolument faire. Soit ça a été fait en amont, soit on le fait correctement ici et on demande à Astroimagie de faire l'astrométrie. Donc voilà, on ne connaissait pas, voilà, les étudiants ne connaissaient pas forcément cette étape-là, puisque avec les deux autres logiciels, elles n'étaient pas forcément demandées. Donc, ils étaient un peu bloqués, mais on s'est vite débloqué, rassurez-vous. Donc ensuite, voilà, traitement de la séquence d'images. On fait le calcul, c'est un petit peu le même principe, donc ça ne va pas être redondant, je vous rassure. Là, les images de la séquence sont bien alignées, bien sûr, Astroimagie le fait bien, et ensuite l'analyse peut commencer. On peut également mesurer l'évolution du flux lumineux de l'étoile, calibrer le flux lumineux par rapport aux étoiles de comparaison, on peut en choisir plusieurs. C'est exactement le même principe, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà. Bon, il y a beaucoup de boutons. Voilà, c'est ce qui a semblé un petit peu plus compliqué par rapport à Imagie pour les élèves et même pour moi, hein, quand je m'étais lancée sur Astroimagie. Il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de choses à cliquer, mais on y arrive assez bien. Les tutoriels pas à pas, que ce soit français ou anglais, sont très très bien faits. Donc vraiment, il n'y a aucun souci. Voilà. Et voilà, vous pouvez aussi accéder, on vous mettra le lien vers le tutoriel vidéo de Denis Conti de la VSO, tutoriel YouTube, pour directement envoyer sur les bonnes plateformes vos données. Donc voilà le tutoriel. Et si ça vous intéresse, voilà, un de nos étudiants, Loïc Capitaine, a réalisé un joli tutoriel pas à pas, step by step, d'Astroimagie, vraiment pour l'amateur de base. Voilà, on commence avec Astroimagie. Il est vraiment très sympa, son petit tuto. On vous le conseille, donc n'hésitez pas à nous demander. On l'enverra aussi à Thierry. Voilà. Et on va peut-être conclure. Oui. Anne-Charlotte Anne-Charlotte peut introduire. C'est très bien. Merci Anissa, merci Anne-Charlotte de cette présentation. Ça donne vraiment envie
Oui. Et donc, voilà, oui, votre conclusion. Ah oui, ouais, voilà. Le tableau Anne-Charlotte, tu es là? comparatif. Oui, c'est un petit tableau comparatif. Voilà. Tu 50 veux millions commenter de le tableau? consommateurs. On a Oui, testé ça. pour vous. Alors, donc, de ce qu'on peut retenir déjà dans le cas de Ouais. Cyril, c'est qu'au niveau de l'utilisation, c'est un logiciel qui est assez friendly à utiliser, dans le sens où l'interface est simple et on sait à peu près où on va, même s'il faut quand même être un petit peu connaisseur quand on l'utilise. Au niveau de la technicité, ce que j'entends, c'est surtout est-ce qu'on a assez de degrés de liberté pour pouvoir faire vraiment ce qu'on veut avec le logiciel. Avec Cyril, c'est pas trop possible parce qu'on n'a pas accès à toutes les options, justement, par rapport à MuniWing et AstroImagie. Ensuite, pour les tutoriaux, alors Cyril, c'est vraiment le top parce qu'on a toute une base de tutoriaux officiels qui permet d'apprendre à utiliser Cyril, justement. Donc, c'est pour ça que ce logiciel a été bien apprécié par les élèves, notamment pour l'utilisation et ses tutoriaux. Ensuite, ce qu'on conseille pour Cyril, c'est ouais, c'est ça. L'avantage de Cyril, c'est que du fait de son utilisation, c'est qu'on peut ne pas être expérimenté et pouvoir l'utiliser. Par contre, c'est plus dédié à la découverte de comment on fait une courbe de lumière plutôt qu'à je vais vraiment faire de la science avec ma courbe de lumière. Je pense, enfin, nous avons trouvé avec les élèves que vraiment c'était très bien pour découvrir parce que c'était la photométrie, comment on faisait une courbe de lumière, mais après, pour travailler avec, c'était plus difficile et c'est pour ça qu'il faut plus se tourner vers MuniWing ou AstroImagie dès qu'on est expérimenté et qu'on veut faire de la science. Moi, je te laisse continuer, Anita. Oui. Donc ça, c'est un petit tableau comparatif, voilà. Ouais, je vais mettre la dernière slide. Voilà, c'est le tableau comparatif. On leur a un petit peu demandé, ils nous ont donné leur avis. Voilà, je pense que ça reflète pas mal les choses. Et il y avait une dernière slide avec nos recommandations. Je ne sais pas si elle arrive, cette slide, je suis navrée. Alors, je vais écouter Jean-Baptiste et je vais éteindre ma vidéo. Hop là. Voilà, donc les similitudes. Les 3 logiciels permettent d'obtenir les mêmes, à peu près les mêmes courbes de lumière, bien sûr, par photométrie différentielle d'ouverture, avec plus ou moins les mêmes résultats. Voilà. La différence, donc, comme vous l'a dit Anne-Charlotte, c'est que pour Cyril, c'est quand même mieux d'installer GNUplot, sauf si vraiment vous voulez faire du Python. Voilà. Sans ça, on s'est rendu compte que ça avait du mal à fonctionner. Voilà. Avec MuniWing et comme avec MuniWing et AstroImagie, il faut vraiment savoir où on va. Et la subtilité voilà, de AstroImagie, c'est le fait qu'on soit relié au WCS et que si cette étape-là, on n'arrive pas à la faire ou elle n'est pas bien faite, on est tout de suite bloqué. Voilà. Et c'est, quoi qu'il arrive, cet effet boîte noire, il a été retenu par tous les élèves qu'on a interrogés après cette expérience voilà, de photométrie de transit d'exoplanètes, même si effectivement Cyril semble l'être moins. Et donc nos recommandations pour les amateurs, voilà, s'il y en a des très très amateurs parmi vous, débutez comme nous avec Cyril et ensuite passer à AstroImagie ou MuniWing ou pourquoi pas OPS, voilà, qui va vous être présenté tout de suite, je pense. Super, merci Anne-Charlotte, merci Anissa. Je ne sais pas s'il y a quelques questions, éventuellement, voilà, vous pouvez Je peux faire une petite remarque sur Cyril. prendre la parole. Oui, Lionel. Oui. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez des problèmes dans vos courbes de lumière, vous aviez des valeurs qui paraissaient aberrantes, avec des moins 10 en magnitude. Ouais. Alors, il faut savoir qu'avec Cyril, ça peut se corriger, ça. Dans Cyril, vous avez les fonctions qui sont disponibles dans l'interface graphique. Vous avez aussi d'autres fonctions qui sont accessibles en ligne de commande, en fait. Oui, ok, via la console. Voilà, ouais, c'est ça. Et quand vous faites les courbes de lumière, sur une des étoiles de comparaison, il faut rentrer une commande qui s'appelle setMaxSec, les réglages de la magnitude d'une séquence. En fait, ça va imposer une certaine magnitude à une de vos étoiles de comparaison. Donc, il faut la connaître, évidemment. Et ensuite, quand vous aurez fait ça, eh bien, dans votre graphique, dans votre courbe de lumière, tout sera exprimé en magnitude avec des valeurs qui seront plus correctes. Ok. Donc, on peut quand même faire des choses avec Cyril un peu plus évoluées. Ok, merci. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui. Comme je suis débutant, en fait, moi, ça fait moins de 2 ans que je participe à ce genre de travaux. J'ai suivi le cours de la VSO l'année dernière
qui est un cours sur Astroimagie, un cours qui dure 4 à 5 semaines, je ne me rappelle plus exactement, qui se passe sous forme de TD. Et j'ai appris un détail qui était assez intéressant sur les ouvertures, pour déterminer les ouvertures, et notamment quand il y avait une étoile dans le cercle de fond de ciel. Oui. Et en fait, dans le TD, il nous a été démontré que Astroimagie éliminait cet effet, et que même si on avait une étoile dans le fond de ciel, ça ne perturbait pas du tout la photométrie. Mais bon, c'est pas ça que je voulais dire, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai trouvé le plus simple à utiliser pour moi, c'est de faire tout le pré-traitement, calibration, alignement, plate solving et tout ça, sur Astroimagie. Et une fois que j'avais toutes mes images traitées, de les basculer sur OPS, qu'on va voir, puisque je participe à Exoclock. Et là, ça donnait de très bons résultats, puisque finalement, tout ce qui concernait la calibration, ça, on avait vraiment la main, surtout avec Astroimagie, qui est quand même compliqué à apprendre à utiliser, c'est très compliqué. Mais une fois qu'on travaille dessus, moi j'ai suivi le cours, donc j'ai beaucoup appris. Mais après, pour sortir les courbes et tout ça, OPS, une fois que toutes les images étaient traitées, ça se faisait, mais très simplement, très facilement. Voilà.